Chers amis, je vous remercie de votre mobilisation autour du sujet qui nous réunit ce soir. Nous sommes au plus fort de la crise de la Covid qui attire toutes les attentions. C'est normal. Mais il est sain aussi de rappeler que la recherche scientifique est une lutte au front multiple. Aucun de ces fronts ne doit être oublié. Le cancer, malheureusement, en est un. Et il est terrible. Ce mal aux formes multiples est une des grandes douleurs de notre temps. Le 24 septembre, dans le monde entier, une journée mondiale de recherche contre le cancer nous le rappelait encore. En Europe, le cancer constitue aujourd'hui la première cause de mortalité. Il tue 1,4 million d'Européens chaque année. Les évolutions sont contrastées, certaines mortalités diminuant, comme le cancer du sein, et d'autres augmentant, comme celui des poumons chez les femmes. Chez ces dernières, le cancer du poumon devrait donc dépasser le cancer du sein pour la première fois. Le cancer des poumons, désormais, est le premier tueur d'Europe chez les deux sexes. À plusieurs reprises, la France a fait de la lutte contre le cancer une cause nationale. Ces efforts n'ont pas été vains. Les soins apportés aux malades se sont élargis, améliorés, ils sont mieux coordonnés. Beaucoup a été fait, mais les chiffres le montrent, il reste encore énormément à faire. En Espagne, on sait que la crise de la Covid n'est pas non plus sans impact sur les cancers. 25% des diagnostics, semble-t-il, n'auraient pas pu être réalisés à cause de la crise sanitaire, qui a aussi empêché de mener à bien les campagnes de détection précoce. En Espagne, les cancers font ainsi 300 morts par jour. Nous parlons donc d'un problème de santé majeur, d'autant plus compliqué qu'il est aussi en lien avec le vieillissement de la population. Cette réalité fait du cancer un ennemi multiforme, difficile à vaincre. Il est souvent lié aussi à nos modes de vie, à nos habitudes, bonnes ou mauvaises. Le combat est donc une tâche multiforme qui remet parfois en cause nos choix propres. C'est aussi une affaire individuelle, mais aujourd'hui c'est une forme de solidarité collective dont je veux vous parler. Une des formes de cette solidarité, c'est évidemment la recherche. Dans la lutte quotidienne contre les cancers, chaque action compte. Cette conférence en est un bon exemple. Je suis surtout particulièrement fier de la Convention 4 que nous avons signée entre l'ambassade de France en Espagne, son service culturel, le Centre national de recherche oncologique, le CNIO espagnol, qui nous permettra à l'avenir de tisser davantage de liens dans la durée sur ce sujet essentiel de la recherche médicale. Ce rapprochement favorisera, comme c'est le cas ce soir, les relations transpyrénéennes pour optimiser les synergies entre nos meilleurs chercheurs dans la lutte contre le cancer. La conférence de ce soir nous rappelle combien, en matière de recherche, l'angle d'analyse est essentiel. À cet égard, l'excellence du travail de Mme Fatima Mechta-Grigoriou met en lumière la façon dont des cellules normales ou protectrices peuvent se transformer en faiblesse, en porte ouverte pour le cancer, sa extension à travers les métastases. Pour terminer, je vous redis ma fierté de partager ce moment avec vous. Je suis certain qu'il s'inscrit dans la voie d'une coopération encore plus féconde et durable. Merci. Buenas tardes. Bonjour. En premier lieu, je voulais remercier l'ambassade de France en Espagne de me donner l'opportunité de présenter Fatima Mechta-Coriou. D'abord, je dois souligner les rapports du CNIO, le Centre national de recherche oncologique, avec les rapports avec la France. Grâce à cette collaboration, nous avons pu compter sur la collaboration de nombreux chercheurs français tout au long de divers séminaires. Certains chercheurs, parmi ces chercheurs, on peut mentionner Jean-Pierre Changeur de l'Institut Pasteur et Emmanuel Badilor et Eddie Herz, les deux de l'Institut Curie. Cette collaboration, sans doute, aide à renforcer les liens avec nos collègues français et catalyse de nouvelles collaborations. Pour moi, aujourd'hui, je suis ravi de présenter notre invitée, Fatima Mechta-Grigoriou. La docteure Mechta est une chercheuse à l'Institut Curie de Paris. Fatima est experte dans l'étude des mécanismes moléculaires du cancer et a fait des apports très importants sous forme d'études publiées dans les meilleures revues internationales. Et en particulier, je voudrais souligner son travail sur le rapport entre le stress oxydatif et le cancer. Fatima, avec tous ses travaux, a reçu de nombreux prix, comme le Grand Prix de la Fondation Lucas, le Grand Prix de Gauguin-Rose, le titre de chevalier de l'Ordre national du mérite français, et elle est aussi un membre de l'Organisation européenne de biologie moléculaire. Donc, nous sommes ravis de pouvoir vous écouter aujourd'hui
et savoir tout ce que vous faites par rapport à la recherche du cancer. Permettez-moi aussi de présenter la modératrice de cette conférence, Elena González Buron. Elle est docteur en biomédecine. Elle a combiné ses études universitaires et sa thèse de doctorat avec une intense tâche théâtrale. Peut-être cette union de théâtre ou d'art et de sciences l'ont poussée jusqu'ici. Elle a créé Big Bang Ciencia, où elle coordonne et elle implémente des projets d'éducation scientifique en Espagne et en Amérique latine. Elle est auteure aussi de nombreux livres. Donc, je passe la parole à nos deux invités et ravi de vous écouter. Merci. Donc, un plaisir d'avoir écouté Maria Blasco. C'est un privilège d'être présenté par Maria Blasco en live. Et merci à notre ambassadeur français. Avant de commencer avec notre artiste principal, Fadima Mechta Gregoriou, je voudrais présenter un peu le sujet que nous allons aborder aujourd'hui pour, en quelque sorte, exciter un peu l'audience. D'abord, je me présente, je m'appelle Elena González, je suis docteur en biomédecine et moi aussi, j'ai fait mes recherches sur les mécanismes moléculaires du cancer et l'oncologie. En fait, souvent, je me suis demandé en quoi consiste être une cellule tumorale, vraiment un mauvais individu. Les cellules tumorales sont des mutants et ce sont des cellules qui peuvent cumuler des mutations dans leur ADN, dans leur génome, non seulement des mutations, mais elles déstructurent l'ADN partout. C'est un quilombo, comme on dit en espagnol. C'est un génome absolument désordonné. Et donc, ce désordre dans leur ADN, dans leur noyau, leur octroie des super pouvoirs. Ce sont vraiment des super-héros, mais très mauvais. Donc, elles deviennent immortelles, des cellules immortelles, comme dans un film de Hollywood. Elles sont incapables de mourir. Normalement, les cellules ont un mécanisme moyennant lequel, si elles deviennent nuisibles pour l'organisme, elles sont capables de se suicider. En fait, il y a beaucoup de cellules de notre corps qui se suicident quotidiennement. Ce n'est pas le cas des cellules tumorales. Elles deviennent immortelles et elles commencent à se développer énormément. Elles se divisent et elles forment ce qu'on appelle une masse tumorale. Si elles restent sur un endroit concret, encapsulé, elles ne devraient pas être si mauvaises. On peut l'opérer. On peut ouvrir, on peut l'extraire, extraire la tumeur, c'est ce qu'on appelle une tumeur bénigne. Mais ces cellules ont d'autres pouvoirs. Certaines de ces cellules de la masse tumorale sont capables de sortir dans le sang et à travers les vaisseaux sanguins peuvent coloniser de nouveaux territoires, de nouveaux organes. Et donc le cancer se distribue dans d'autres zones de l'organisme. C'est la métastase. Dans ce cas, quand le cancer s'est distribué, on parle d'une tumeur maligne. Mais comment ces cellules peuvent arriver au vaisseau sanguin? Comment une masse tumorale peut se nourrir si en principe les cellules qui la composent ne devraient pas avoir accès aux nutriments? Elles sont entourées d'autres cellules et elles ne reçoivent pas elles ne sont pas capillarisées. Mais ces cellules tumorales sont capables de faire en sorte que les vaisseaux sanguins se développent et s'introduisent à l'intérieur de la tumeur pour transporter de l'oxygène et des nutriments à toutes les parties de la tumeur. C'est l'angiogénèse. Donc, nous avons une série importante de super pouvoirs dans cette tumeur. Nous avons les cellules de métastase d'un organisme mutant, immortel, mais là, nous avons notre système immunitaire et en principe une armée très puissante de cellules qui parcourent tout notre organisme. Le système immunitaire détecte les agents pathogènes ou des cellules qui peuvent être nuisibles. Alors, elles sont capables de les combattre et de les tuer.
C'est le système immunitaire, comme je dis, mais les tumeurs échappent au système immunitaire. Elles sont capables de se voiler, de se déguiser avec une série de protéines, de membranes, et elles sont absolument invisibles pour le système immunitaire. Elles peuvent se développer. Et donc, en plus de ces super pouvoirs des cellules tumorales, nous avons davantage d'évidence par rapport à d'autres capacités de ces cellules. Elles sont capables d'utiliser le soutien de cellules saines. Les fibroblastes qui entourent la masse tumorale peuvent devenir une sorte de zombie, de cellules qui travaillent pour que la tumeur se développe davantage. Et donc, nous avons aujourd'hui une experte avec nous, une experte absolue, qui va nous dire comment les cellules tumorales peuvent transformer les cellules saines des fibroblastes pour développer leur propre armée de cellules nuisibles. C'est notre protagoniste aujourd'hui. Elle est Fatima Mechta Grigoriou. Elle est directrice du département de stress et cancer depuis 2006 de l'Institut Curie de Paris. Et nous allons lui passer la parole. Elle va faire une présentation merveilleuse. Merci Fatima. Merci beaucoup, Elena, pour cette merveilleuse introduction. C'est vraiment très impressionnant. C'est une très, très belle introduction pour justement cette thématique qui est assez difficile et que vous avez très, très, très bien réussi à simplifier et à vraiment donner accès à tous sur ce sujet qui est extrêmement compliqué. Bravo à vous. C'est une très, très belle introduction sur mon petit séminaire. Alors, je tiens aussi à remercier l'ambassade de France et Maria Blasco parce que je suis très honorée d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager nos travaux et essayer en fait de vous expliquer un petit peu ce que l'on réalise dans mon laboratoire. Alors pour que ce soit un tout petit peu plus facile et un tout petit peu plus didactique, je me suis permise de faire une petite présentation que je vais donc partager avec vous. Donc vous n'allez plus me voir, mais vous allez m'entendre et je vais vous montrer en fait certaines de nos données de façon à vous expliquer plus précisément ce que je souhaite vous raconter aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le thème de ce séminaire, donc les diapositives sont en anglais pour permettre en fait aux personnes à la fois espagnoles et françaises qui le souhaiteraient de pouvoir suivre, même s'ils n'ont pas accès à la traduction. Et donc, aujourd'hui, le thème qui va nous intéresser, c'est comment finalement un cancer se développe et on va s'interroger, on va s'intéresser au lien qui peut éventuellement être dangereux entre les cellules tumorales et les cellules normales. Et aborder une notion qui a d'ailleurs été initiée par Elena sur le fait qu'une tumeur n'est pas simplement composée par des cellules tumorales, mais également par des cellules normales qui ne présentent aucune altération génétique. En effet, les cancers sont des entités hétérogènes. Souvent, les gens considèrent que les tumeurs, les cancers, sont uniquement composés de cellules tumorales. Non, la réponse est non. Ils sont composés de cellules tumorales, mais également de cellules normales. Ainsi, ces cancers, que l'on peut donc considérer comme étant composés de cellules tumorales ou néoplastiques et des cellules stromales, en fait, ces cellules stromales sont de nature extrêmement différente. Les cellules immunitaires, les cellules inflammatoires, les cellules fibroblastiques. Et je vous ai représenté ici un petit schéma pour vous expliquer un petit peu ce à quoi ça peut représenter, ce que ça peut être un cancer. Vous avez ici des cellules. Donc là, on va parler de cancer solide. On ne va pas du tout s'intéresser au cancer du sang, même s'il peut y avoir, bien entendu, certaines analogies. On va s'intéresser essentiellement aux cellules, aux cancers solides. Et souvent, ces cancers solides sont des adénocarcinomes. C'est un terme un peu compliqué, mais ça veut juste dire que c'est un type de cellule qui devient tumorale. Et ces cellules qui deviennent tumorales sont dites épithéliales. Ici, vous avez une représentation de ces cellules normales qui constituent un tissu normal, une couche, une monocouche de cellules normales.
Et vous avez tout d'un coup, comme l'a dit en fait Elena, après l'apparition de multiples mutations, des altérations génétiques, vous avez ces cellules qui deviennent un peu folles et qui se multiplient de façon anarchique. Mais en plus de ces cellules tumorales, en fait, vous avez dans la tumeur, dans le cancer, vous avez d'autres cellules qui sont des cellules saines, non porteuses de mutations génétiques, par exemple les fibroblastes, ici qui constituent l'un des composants le plus abondant d'une tumeur, qui favorisent la sécrétion de ce que l'on appelle des protéines de matrice extracellulaire, qui en fait génèrent une rigidité de la tumeur. Mais vous avez également des vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques qui favorisent la propagation métastatique des cellules tumorales, et vous avez également tout un ensemble de cellules immunitaires qui sont très importantes parce qu'elles sont dans le devant de la scène à l'heure actuelle, puisque ces cellules immunitaires sont souvent inactivées par la tumeur, et on essaye à l'heure actuelle, grâce à l'immunothérapie, de réveiller le système immunitaire. On y reviendra plus loin. Donc vous avez ici un système complexe. Une tumeur, c'est composé non seulement de cellules tumorales, mais également de tout un ensemble de cellules saines qui participent au développement tumoral. Alors, pendant un long moment, il y a eu une période qu'on a dite de l'oncogénétique, où finalement, les cellules tumorales porteuses d'altérations génétiques, on a considéré que ces altérations génétiques étaient non seulement nécessaires, ce qui est vrai, mais également suffisant, ce qui n'est pas tout à fait vrai. En effet, on sait que ces mutations génétiques sont nécessaires pour pouvoir développer un cancer, mais par contre, elles ne sont pas suffisantes. Souvent, il y a intervention d'autres facteurs, dont les facteurs du micro-environnement tumoral. Je ne vais pas rentrer dans le détail des altérations génétiques. Il peut y avoir des mutations d'oncogènes, qui sont donc des mutations activatrices, mais il peut y avoir des mutations aussi de gènes qui sont dits suppresseurs de tumeurs, qui sont capables d'inhiber les tumeurs, et malheureusement, parfois, ces gènes sont inhibés par des mutations, et donc du coup, ils ne sont plus capables d'empêcher le développement tumoral. Et l'ensemble de ces altérations génétiques favorisent la prolifération des cellules tumorales, donc leur multiplication anarchique, leur survie. Elles survivent malgré éventuellement un contexte difficile, parfois dans la circulation sanguine, par exemple. La survie d'une cellule n'est pas très facile normalement, mais malheureusement, les cellules tumorales survivent très bien à leur présence dans les circuits des vaisseaux sanguins, ce qui favorise le développement de métastases et bien entendu leur migration. Alors, le rôle du micro-environnement tumoral, justement, ça a été démontré que les tumeurs se développent, elles progressent avec une capacité accrue de propagation métastatique en contact avec ces fameuses cellules normales que je vous ai présentées, ces cellules normales ne présentant aucune altération génétique. Et ces cellules normales, en fait, sont détournées par les cellules tumorales à leur profit. C'est-à-dire qu'elles sont détournées de leur fonction normale au bénéfice des tumeurs. Et elles sont détournées de leur fonction normale par les cellules tumorales elles-mêmes. Alors cette théorie, en fait, cette importance du micro-environnement tumoral qui a vraiment émergé dans les années 1980-1990, hein, c'est quand même des choses qui sont finalement assez récentes pour leur ensemble, et en particulier pour les thérapies. En fait, c'est une hypothèse qui avait été établie il y a très longtemps, à la fin du 19e siècle, par un médecin, pathologiste, chirurgien, qui s'appelait Stephen Paget, qui a établi la théorie de la graine et du sol. Parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, il a réalisé que pour chaque type cellulaire, il y avait un site métastatique qui était favorisé. Ce qui voulait dire que pour chaque cellule tumorale, on pouvait avoir un site de nidation privilégié. Ce qui voulait dire, bien sûr, que pour une cellule tumorale, bien entendu, on pouvait avoir un environnement tumoral, un environnement du tissu qui pouvait favoriser une cellule tumorale donnée. Et donc, d'où l'idée, en fait, de la graine et du sol, où, en fait, la graine est importante, mais également le sol est important pour recevoir et le développement et développer la tumeur.
Donc le micro-environnement tumoral est en fait un ensemble de cellules qui favorisent le développement tumoral en assurant sa nutrition et en étant un tissu de support. Alors, finalement, à quoi ça ressemble? Je voulais vous présenter en fait ces photos qui ont été prises par une collègue et amie qui s'appelle le docteur Anne-Vincent Salomon, qui est à la tête du département diagnostic et théranostic à l'Institut Curie à Paris. Et dans ces deux photos, en fait, vous comparez une glande mammaire humaine normale avec un développement cancéreux. Et même à l'œil, vous voyez que la structure de ces deux organes n'a rien à voir. D'abord, vous avez ici, par exemple, la composition. En fait, chaque couleur peut représenter un petit peu des cellules différentes. Ici, vous avez ces fameuses cellules épithéliales que je vous disais tout à l'heure qui peuvent être à l'origine du développement d'une tumeur de type adénocarcinome. Donc, ces petites cellules-là sont celles qui vont être porteuses de mutations génétiques et développer des adénocarcinomes. Mais ce que vous voyez dans ce tissu normal, c'est que d'une part, il y a plein de cellules ici assez grosses qui s'appellent des adipocytes. Ce sont des cellules de masse graisseuse, en fait, pour faire très court. Et vous savez peut-être que le sein, finalement, est un tissu qui est très riche en tissu gras, comme vous pouvez le voir ici, dans ces cellules-là. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'elles sont plus difficiles à mettre en évidence, mais ici, ce sont ces petites cellules-là que je vous ai indiquées, qui sont des lymphocytes. Et donc, il y a des cellules immunitaires qui sont évidemment présentes dans la glande mammaire. Et vous avez ici tout un ensemble en fait, de ce que l'on appelle des fibroblastes, qui sont les tissus de soutien. Et là, vous avez donc, dans ce cancer, on voit très bien qu'il y a une modification totale de la structure de cette glande. Vous avez ici les cellules tumorales. Vous voyez bien que ces cellules, au regard de celles-là qui sont bien maîtrisées, structurées, on voit bien qu'ici, en fait, cette tumeur présente une multiplication anarchique de ces cellules tumorales. Mais on voit bien aussi que, vous voyez, ici, vous avez tout un ensemble de fibroblastes qui traversent totalement la tumeur. Donc, on voit bien que cette structuration de la tumeur peut se faire aussi avec ces fibroblastes. Et vous avez tout un ensemble aussi ici de fibroblastes qui entourent totalement la tumeur. Et vous avez également des lymphocytes qui participent, et on voit en fait de très nombreux lymphocytes ici qui essayent de réagir contre la tumeur. Donc, on va revenir sur toutes ces notions. Donc ça correspond en fait à ce que je viens de vous dire, une augmentation en fait ici des fibroblastes, une augmentation dans le cancer du dépôt de la matrice, d'une matrice extracellulaire qui rigidifie le tissu et beaucoup de cellules immunitaires qui tentent au moins de réagir contre le développement tumoral. Donc c'est ce qu'on appelle un micro-environnement réactif. Alors, ce dont on s'est rendu compte, c'est finalement que le micro-environnement tumoral, il diffère d'un tissu normal à un cancer, comme je vous l'ai montré là, mais il diffère également d'un type de cancer à un autre, et il diffère également au cours de la progression tumorale et même dans la réponse au traitement, qui doit du coup vraiment s'adapter au maximum à cela. Alors, qu'est-ce que c'est finalement les fibroblastes, puisqu'on voit que c'est un tissu qui est très abondant dans une tumeur et que c'est vraiment un tissu qui est très riche et très réactif. En fait, les fibroblastes, finalement, tout le monde les connaît sans les connaître. C'est des tissus qui sont présents dans tout notre corps et qui, en fait, assurent le tissu, c'est un tissu de maintien, un tissu de soutien. Et quand vous avez une coupure sur votre peau, en fait, vous avez non seulement des cellules immunitaires qui arrivent au niveau de la blessure, mais aussi il y a des fibroblastes qui arrivent, qui se modifient, qui deviennent en fait ce que l'on appelle des myofibroblastes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se multiplier, d'arriver, de migrer au niveau du site de la blessure pour mieux cicatriser cette blessure. Et en fait, une tumeur, ça a été défini par Harold Dvorak comme étant des blessures qui ne cicatrisent jamais. Parce qu'en fait, ces fibroblastes qui, en fait, au moment d'une blessure, arrivent, se modifient et évidemment se retournent à l'état normal quand la blessure est réparée, et bien ça n'arrive pas dans une tumeur.
Seule l'activation des fibroblastes arrive, mais jamais ils ne reviennent à leur état normal. C'est-à-dire que c'est un état non réversible. D'où cette idée qu'une tumeur est un tissu qui est blessé et qui ne cicatrise jamais, qui ne répare jamais, bien entendu quand il n'y a pas de traitement, bien sûr. Alors, je voulais vous présenter quelques photos très rapidement d'expériences qui ont été ici réalisées dans le laboratoire de Mina Bissell. Vous avez ici une culture, donc ça ce sont ce qu'on appelle des cultures in vitro en 3 dimensions pour mieux reconstituer le développement tumoral in vivo. Et donc ici vous avez des cellules tumorales qui constituent une espèce de petit bloc de ce qu'on appelle un sphéroïde, une colonie en sphéroïde. Et ici, c'est exactement la même chose, mais vous avez en fait en présence de fibroblastes. Et ce que vous voyez en fait, c'est que ces cellules tumorales deviennent capables de développer des grandes travées comme ça qui favorisent en fait, qui démontrent que les fibroblastes ici favorisent la migration des cellules tumorales dans ce système, et comme c'est le cas également chez les patients. Ça a été l'une des premières mises en évidence que les fibroblastes favorisaient la propagation, la migration des cellules tumorales. Alors, je voulais vous montrer aussi ce travail qui a été réalisé par Cédric Gaglioli dans le laboratoire d'Éric Sahaï, où en fait on a une mise en évidence que ici vous avez un fibroblaste et ici en fait il est capable de tirer avec lui les cellules vertes qui sont des cellules tumorales. Et en fait, vous avez donc en fait ce fibroblaste qui en fait favorise en tirant avec lui ces cellules tumorales. Donc ça c'est très important parce qu'on voit bien ici que c'est comment ces fibroblastes, en interagissant directement avec les cellules tumorales, ils favorisent la propagation métastatique en favorisant la migration des cellules tumorales. Et du coup, en lien avec ça, je voulais vous présenter en fait quelques images prises directement là chez des patientes atteintes de cancer du sein. Et je voulais vous montrer ça parce que je pense que ça démontre très bien l'importance des fibroblastes dans les tissus de cancer du sein. En fait, dans les cancers du sein, juste pour vous expliquer, vous avez 3 types de cancers du sein. Vous avez des cancers qui peuvent être traités en hormonothérapie, puisque ce sont des cancers qui présentent une expression des récepteurs aux hormones, qui sont les luminales. Vous avez les cancers que l'on appelle HER2, qui présentent en fait une surexpression d'un oncogène que l'on appelle HERB2, qui lui aussi, ces cancers-là pouvant être ciblés par une thérapie ciblée grâce à un anticorps anti-HER2. Et vous avez également des tumeurs qu'on appelle basal-like ou triple négatives parce qu'elles sont négatives pour les récepteurs hormonaux et négatives pour les tumeurs, pour l'expression de l'oncogène HERB2. Et ce que je vous ai montré en fait donc ici vous avez un exemple de 3 patientes luminales, 3 patientes HER2 et 3 patientes triple négatives. Et ce que l'on voit très bien, c'est que ici vous avez toutes ces cellules-là qui sont marron ici, représentent les fibroblastes, alors qu'ici vous avez les cellules tumorales. On voit donc très très bien la très forte proportion qu'il peut y avoir de ces fibroblastes dans les tumeurs HER2, dans les tumeurs triple négatives ou basales, et peut-être un petit peu moins dans les tumeurs luminales. En tout cas, ces myofibroblastes sont en quantité moindre dans les luminales. Et en fait, on sait que le stroma réactif a une valeur pronostique dans ces cancers, est indicatif notamment de la propagation métastatique dans ces cancers. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails de pour gagner peut-être un petit peu de temps. Je voulais juste vous dire qu'en fait, dans les fibroblastes, maintenant, on est allé beaucoup plus loin et on sait qu'il existe différents types de fibroblastes, comme on sait maintenant qu'il y a différents types de cellules immunitaires.
Et il y a des plus gentils fibroblastes et il y a des très méchants fibroblastes. Et c'est vraiment maintenant l'idée que l'on a qu'il faut absolument cibler ces fameux fibroblastes ici qui sont rouges et bleus, qui sont les méchants fibroblastes et qui favorisent la propagation métastatique dans ces tumeurs. Je voulais vous montrer en fait des images qui viennent directement de patients où en fait on voit maintenant, on sait qu'en fait on a au moins 4 sous-types de fibroblastes, donc des méchants par exemple comme ceux-là, les fibroblastes de type 1, qui en fait, comme vous le voyez, s'accumulent beaucoup. Vous voyez beaucoup de ces cellules rouges ici, toutes les cellules grises étant des cellules tumorales. Donc vous voyez, il y a une très très forte proportion de ces cellules rouges, les cellules bleues étant aussi un petit peu méchantes. Et ce qu'on voit dans cette patiente, qui est une patiente qui est de meilleur pronostic, hormono-sensible, ben vous voyez en fait qu'ici, il y a ces cellules rouges. Et en fait, ce qui démontre que ces fibroblastes rouges sont capables d'interagir avec les cellules tumorales pour être modifiés par les cellules tumorales pour devenir des cellules rouges. Bon, je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans. Mais donc, ce que je voulais terminer par vous dire, en plus en fait de l'aspect pro-métastatique de ces fibroblastes, en fait, il y a également un autre contingent de cellules qui est très important dans le développement tumoral, que sont les cellules immunitaires. Et ici, je ne sais pas si vous voyez en fait, mais ici, tous ces petits points, ici, il y a beaucoup de petits points en fait violets tout autour de la tumeur. Et en fait, ces cellules sont des cellules lymphocytaires. Ce sont des lymphocytes qui essayent de réagir contre la tumeur pour pouvoir mieux l'éliminer comme ils le feraient pour un agent pathogène de type bactérie ou virus. Donc, une cellule tumorale, en fait, est tellement modifiée par ces altérations génétiques que souvent, elle est reconnue comme étant du non-soi. Elle ne participe, elle ne fait pas partie, en fait, elle est reconnue par le système immunitaire, qui est un système de défense, et les cellules tumorales, enfin, les cellules immunitaires cherchent à éliminer ces cellules tumorales. Mais parfois, ça ne marche pas. Et en fait, ça ne marche pas parce que souvent, les cellules tumorales réussissent à inhiber les cellules immunitaires et donc, du coup, elles persistent et les cellules tumorales gagnent contre les cellules immunitaires. Et donc, tout ça, ça a généré en fait une idée de développement de thérapies nouvelles que sont les immunothérapies. Et le principe de l'immunothérapie consiste à favoriser en fait notamment à rebooster le système immunitaire de l'hôte, du patient, de façon à favoriser non plus à avoir un système de défense inactif, mais au contraire un système de défense encore plus performant contre les cellules tumorales. Et vous avez peut-être entendu parler de ces molécules anti-PD1, et vous avez ici une cellule tumorale avec un lymphocyte T qui est inactif, qui est notamment inactivé par, on va dire, ce complexe protéique qui s'appelle PD1 ou PDL1. Et quand vous avez des anticorps anti-PD1 ou anti-PDL1, donc ce qui constitue l'immunothérapie, et bien du coup, ça favorise l'activation à nouveau des lymphocytes contre les cellules tumorales. Et ça, l'immunothérapie, ça a fait un grand boost ces dernières années dans le mélanome métastatique et dans les cancers du poumon. Le seul problème, c'est que l'on sait que certains patients sont résistants à ces traitements. Et on essaye de comprendre pourquoi. Et dans mon laboratoire, et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, les fibroblastes interviennent dans l'inhibition de ces cellules immunitaires et de cette immunothérapie. Alors, comment on a fait ça? Très rapidement. Ici, je voulais aussi vous montrer des exemples d'images que l'on a générées dans mon laboratoire sur des patientes. Donc là encore, des patientes atteintes de cancer du sein, des luminales, des HER2 ou des triples négatifs. Et chacune de ces petites cellules, en fait, sont des lymphocytes. Donc vous voyez qu'il y a quand même un contingent immunitaire assez important dans ces tumeurs.
L'un des problèmes, notamment, c'est que, je ne sais pas si vous réussissez à voir, mais en fait, ces cellules immunitaires sont essentiellement au niveau des fibroblastes que vous voyez là, et finalement assez peu au niveau des cellules tumorales. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, les fameux fibroblastes rouges méchants, que l'on appelle nous de type 1, en fait, ces fibroblastes inhibent le système immunitaire, réduisent la capacité de ces cellules immunitaires à réagir. En fait, elles réduisent l'activité notamment de ces lymphocytes cytotoxiques qui sont capables d'aller tuer les cellules tumorales. Donc en fait, on a maintenant des fibroblastes cafécins qui non seulement favorisent la propagation métastatique, mais également empêchent l'action du système immunitaire. Et malheureusement, récemment, on s'est rendu compte également que ces fibroblastes étaient enrichis dans les patients qui ne répondaient pas à l'immunothérapie. C'est-à-dire que ces fibroblastes favorisent la propagation métastatique, réduisent l'activité du système immunitaire et empêchent l'action des immunothérapies. Donc, il faut absolument qu'on réussisse à les cibler pour mieux pouvoir contrecarrer leur action dans les cancers. Et je voulais vous dire, en fait, je voulais également vous signaler qu'à l'heure actuelle, le niveau de la recherche va très très loin dans la compréhension de l'hétérogénéité des tumeurs, parce que l'on fait maintenant des analyses au niveau de la cellule unique. Et ça, c'est une notion que j'avais envie de partager avec vous, parce que chaque petit point ici représente une cellule différente au sein d'une même tumeur ici qui est représentée. Vous voyez bien qu'il y a une grande hétérogénéité dans la tumeur, et c'est ça qu'on essaye de comprendre, parce que cette hétérogénéité répond différemment au niveau des différents traitements, et c'est ça qu'il nous faut comprendre. Donc, un cancer, en conclusion, un cancer est composé de cellules tumorales, mais j'espère que je vous aurai convaincu que les cellules du micro-environnement tumoral sont également extrêmement importantes, même si elles sont normales, non porteuses d'altérations génétiques, mais elles participent au développement tumoral parce qu'elles sont détournées par les cellules tumorales au profit des cellules tumorales. Je vous l'ai dit, les cellules immunitaires cherchent à lutter contre les cellules tumorales, et on a développé l'immunothérapie pour tenter de réveiller le système immunitaire quand il est un peu en sommeil par les cellules tumorales. Et je vous ai également expliqué que les fibroblastes étaient importants pour le développement métastatique, mais également pour la résistance aux immunothérapies, puisqu'ils participent également à la mise en sommeil des cellules immunitaires. Et donc, je voulais vous présenter aussi donc, mon équipe. Donc ici, moi, je suis là. Mais donc, en fait, toutes ces personnes ont travaillé au développement de ces projets, qui sont quand même vraiment des projets multidisciplinaires. Et je souhaitais, bien sûr, les mettre tous à l'honneur, parce qu'ils ont tous participé de façon extrêmement importante dans cette grande aventure qui dure depuis plusieurs années dans mon laboratoire, Stress et Cancer, donc à l'Institut Curie à Paris. Et je souhaitais également remercier l'ensemble de nos collaborateurs qui participent activement à nos recherches, bien sûr nos différents pourvoyeurs de fonds. Et j'apprécie toujours remercier également énormément les patients et leurs familles, parce que c'est aussi grâce à eux, en étudiant les tissus qu'ils nous mettent à disposition, que l'on peut comprendre mieux ces tumeurs. Donc j'espère que donc je vais arrêter maintenant le partage de mon séminaire. J'espère que vous pouvez en fait maintenant, j'espère vous avoir convaincu en tout cas de l'intérêt de cibler ces cellules normales en même temps que les cellules tumorales. Et je suis ravie, Elena, de pouvoir interagir avec vous pour répondre à certaines questions si vous en avez. Génial, muchísimas gracias, Fátima. C'est génial, merci beaucoup Fatima. La présentation
a été spectaculaire. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé votre présentation car c'est un sujet il est vrai qu'on ne parle pas assez, c'est-à-dire le micro-entourage des tumeurs est en quelque sorte, de mon point de vue, le grand méconnu de cette histoire. Comment ce micro-entourage peut aider au développement des tumeurs. Donc, j'ai trouvé que votre présentation est très nécessaire et extrêmement clarifiante. Je voudrais vous poser quelques questions. Une chose qui m'a surprise, c'est qu'il y a différents types de fibroblastes, effectivement, et que le type 1 sont les plus méchants, les plus agressifs, car ils favorisent la métastase, euh, ces fibroblastes désactivent la thérapie immunitaire, etc. Ce type de lymphocytes de fibroblastes sont dans d'autres tissus ou c'est un type de fibroblaste très lié au développement des tumeurs. Oui, des fibroblastes. Ouais. Alors, merci beaucoup, Elena, pour cette gentille appréciation de mon séminaire. Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est relativement méconnu, mais en fait, finalement, ça donne de l'espoir. Parce qu'on reparlera peut-être de thérapie, mais ces cellules, le but, c'est vraiment de développer des thérapies contre elles, ce que l'on n'a jamais fait. Donc, ce qui nous permet quand même d'avoir une idée et un espoir par rapport aux thérapies. Pour revenir à votre question, excellente question, c'est vrai que ces fibroblastes, on sait maintenant qu'ils sont présents dans énormément de types de cancers différents. Vraiment, ça c'est vraiment quelque chose maintenant qui est absolument clair pour nous et pour d'autres qui les ont étudiés également. Vraiment, on sait maintenant que ces fibroblastes sont très proches. Mais on pense en fait que ces fibroblastes sont également présents dans d'autres types de pathologies. Je développe actuellement en fait un projet sur la fibrose. Donc moi, ce sera sur la fibrose rénale, mais on peut imaginer qu'effectivement dans la fibrose pulmonaire, ce type de fibroblastes sont également présents. Et en fait, on pense, pour être tout à fait transparente avec vous, que ces fibroblastes sont également présents dans des pathologies de fibrose pulmonaire infectée par Covid-19. Donc un sujet totalement d'actualité où l'infection en fait virale qui génère une fibrose et une réaction inflammatoire massive, cette fibrose pulmonaire, soit aussi associée à ce type en fait de fibroblaste en fait. Mais pour l'instant, c'est tout à fait préliminaire. Hein. Donc, il faut vraiment qu'on aille dans le détail pour qu'on s'assure que c'est bien le même type de cellule. Mais c'est vraiment ce qu'on subodore. Wow. ¿Y tienen Et alguna... est-ce que ces fibroblastes ont une caractéristique distinctive par rapport à d'autres cellules de ce genre? Comment identifier ces fibroblastes? Car pour développer des traitements contre ces fibroblastes, il faudra connaître les caractéristiques, leurs caractéristiques en détail. Quelles sont leurs différences par rapport à d'autres fibroblastes qui ne sont pas si agressifs ou si méchants? Alors, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a vraiment des marqueurs qui existent et qui nous ont permis en fait de les identifier. Donc en fait, on a vraiment des marqueurs qui sont en fait au niveau de ces cellules, à la surface de ces cellules. En fait, il y a des marqueurs spécifiques, des protéines spécifiques qui nous permettent de les identifier. Et c'est comme ça qu'on peut savoir si effectivement elles sont présentes au sein des différents sous-types de cancer ou de différents types de pathologies. Donc effectivement, on peut les identifier grâce à l'utilisation de ces différents marqueurs spécifiques. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas rentrer trop dans les détails, mais on sait maintenant que cette population rouge est elle-même hétérogène. Et donc, en fonction de la façon dont on va les regarder, il va y avoir certaines qui vont vraiment être métastatiques, d'autres qui vont plutôt agir sur le système immunitaire, certaines qui vont... Vous voyez, il y a vraiment en fait des actions très différentes, même au sein de cette population, il y a une hétérogénéité. Et donc, il faut vraiment qu'on comprenne cette hétérogénéité pour pouvoir comprendre ce qui fait la genèse en fait de ces cellules, comment est-ce qu'elles arrivent et comment en fait elles se développent.
Et ça, c'est vraiment une question qui est tout à fait, à l'heure actuelle, d'actualité dans mon laboratoire. Claro, porque me imagino que Oui, je comprends, car j'imagine qu'une autre question, c'est en question de développement de la tumeur, des tumeurs. Ces fibroblastes étaient déjà présents ou c'est la tumeur qui est capable de développer le développement de ces fibroblastes? Donc, c'est avant l'œuf ou la poule? Alors, c'est clairement eux qui suivent la tumeur. La tumeur, en fait, la cellule tumorale acquiert des mutations génétiques, acquiert des altérations génétiques, qui fait que cette cellule va devenir, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, totalement folle, totalement crazy, et va en fait modifier son environnement. Et en fait, j'ai montré une image où en fait il y avait une ligne rouge qui était juste en fait à côté de tout un ensemble de cellules tumorales. On sait maintenant que les cellules tumorales sont capables d'envoyer des signaux aux fibroblastes normaux de son entourage et les transformer en fait en cellules rouges fibroblastiques. Donc c'est vraiment les cellules tumorales qui sont porteuses d'altérations génétiques qui vont aller modifier les fibroblastes environnants, qui vont les envoyer des signaux en lui disant « Toi, tu dois devenir une cellule fibroblastique café sain, tu dois devenir rouge et tu dois m'aider à me permettre de favoriser ma métastase, en fait, à m'aider à proliférer. Et c'est pour ça que vous avez raison. Il faut qu'on les cible et il faut qu'on réussisse à les cibler sur le plan thérapeutique. wow, me parece, bueno, Oui, alucinante. c'est hallucinant le fait de savoir que ce sont les cellules tumorales qui envoient des signaux. Donc, est-ce que nous savons quel type de signaux sont ceux qui sont envoyés par ces cellules? J'imagine que ce sont des signaux qui réorganisent des routes métaboliques de ces fibroblastes pour donner l'ordre de devenir des fibroblastes méchants. Donc, quels sont ce type de signaux pour réorganiser l'expression génétique? Ceci est lié au récepteur de membrane, peut-être? Oui, absolument. C'est vraiment des interactions qui se font entre eux. Alors, il y a plusieurs types de signaux qui peuvent exister. Je peux peut-être vous en citer deux. Un qui est vraiment en fait dépendant du stress oxydant. En fait, on n'a pas eu tellement l'opportunité de discuter de cet aspect-là, qui est un autre aspect très fort très développé dans mon laboratoire, où en fait les cellules tumorales, quand elles acquièrent des mutations génétiques, en fait, elles deviennent, en fait, elles produisent en fait ce qu'on appelle des espèces réactives de l'oxygène. Et ces espèces réactives de l'oxygène, qui en fait sont des agents oxydants, vont en fait aller signaler à la cellule d'à côté qu'il y a un signal de stress. Et ce signal de stress, en fait, qui est un signal de stress oxydant, hein, pas un signal de stress nerveux, adrénergique comme les gens considèrent, hein, signal de stress oxydant lié à l'oxygène, et ça favorise en fait un signal de stress. De la même façon que quand la blessure apparaît, où je parlais en fait d'un système d'une blessure, une coupure, où là il y a un système de stress. Et bien, c'est exactement la même chose, sauf que le stress ne s'arrête jamais. Et du coup, le stress est perpétuel et du coup, en fait, on a toujours ces cellules rouges. Donc ça, c'est une première possibilité. On sait que ça marche, c'est aussi, enfin, ça intervient. Et il y a une autre partie qui est en fait des signalétiques pro-inflammatoires, où il y a des molécules inflammatoires qui sont produites par les cellules et qui interagissent par des systèmes de récepteurs. Et là, effectivement, vous avez des interactions réciproques entre les cellules tumorales et les cellules fibroblastiques qui effectivement échangent par ce système de récepteurs dont vous parliez. Absolument. Wow. En cuestión de estrés oxidativo. En parlant de stress oxydatif, et je parle un peu de ma connaissance générale, c'est vrai que ce stress est normalement lié à la consommation de certains aliments. Ce stress oxydant peut-être est lié
on parle beaucoup d'aliments détox, dans de super aliments. Est-ce que c'est vrai ce qu'on écoute sur l'alimentation quand on parle des détox? Ceci est intéressant pour le stress oxydant ou ce n'est pas vraiment lié au stress dont vous parlez? Ça, c'est une question assez difficile, hein. C'est une question très difficile. Donc, pour rester scientifique et pour vraiment rester dans la problématique du stress oxydant, je pense que effectivement, tout ce qui peut être manger sain, faire du sport, diminue le stress oxydant et est donc bénéfique de toute façon. Pour éviter d'avoir un cancer, je pense que ça, c'est vrai. Après, un point qui est très important et que je voulais peut-être souligner à l'aune de votre question, un point qui est important, c'est que les agents chimiothérapeutiques agissent souvent en augmentant la production en fait, d'espèces réactives de l'oxygène pour mieux en fait, tuer les cellules tumorales. Et ça, c'est un point qui est important parce que je pense qu'il est important de dire aux gens d'éviter quand même de prendre des antioxydants quand ils sont sous traitement de type chimiothérapeutique, en particulier les taxanes, par exemple, qui agissent aussi, dont l'action, en fait, pour tuer les cellules tumorales dépend aussi des espèces réactives de l'oxygène. Or, si vous prenez des antioxydants en même temps que vous prenez des taxanes, vous pouvez réduire l'efficacité de la chimiothérapie. Donc, je dirais, prenez des antioxydants de façon modérée quand vous êtes bien, quand vous êtes en forme, pour voilà, manger des carottes, c'est très antioxydant, les carottes par exemple. Donc, ayez une alimentation saine, riche en antioxydants. Je pense que bien sûr, c'est tout à fait à favoriser, de la même façon que faire du sport. La réponse est oui, bien entendu. Par contre, faites attention pour tout ce qui va être supplément alimentaire antioxydant quand vous êtes sous traitement chimiothérapeutique. Parlez-en à votre médecin. C'est la meilleure façon d'avoir un bon conseil sur cet aspect-là. La thérapie est au cœur d'un processus qui peut être un peu complexe et donc il ne faut surtout pas hésiter à parler à son médecin des compléments alimentaires que l'on peut prendre en même temps qu'une chimiothérapie. C'est quelque chose qui est très important et nous, on l'a vraiment démontré dans mon laboratoire également. C'est vraiment très important. Genial, muy interesante. Muchísimas Très, gracias. très intéressant. Merci beaucoup, Fatima. Un peu pour mettre le clou à notre débat, je crois que beaucoup de personnes s'intéressent à la question des divers traitements qui peuvent découler de vos recherches. Le micro-entourage s'avère fondamental pour le développement des tumeurs. Donc, s'il y a des traitements qui s'attaquent aux fibroblastes ou à ce micro-entourage, ça peut être très prometteur. Est-ce qu'il y a des thérapies en cours ou c'est une question, trop novatrice encore et c'est une question, il faudra attendre un peu? Alors, on est vraiment tout à fait, merci Elena, on est vraiment tout à fait dans cette optique-là. Nous, le but, c'est de traiter les patients. Moi, ma recherche, en fait, est pour être au bénéfice des patients. Et j'essaye actuellement de monter des essais cliniques qui visent à cibler ces fibroblastes de façon à mieux lutter contre ces fibroblastes pour favoriser la réponse, notamment à la réponse aux immunothérapies. Et le but, c'est de cibler ces fibroblastes avec des drogues. On est en lien avec des compagnies privées qui ont développé des agents contre ces fibroblastes. Il y a notamment un marqueur de ces fibroblastes qui s'appelle FAP, FAP, et il y a des compagnies pharmaceutiques qui ont développé ces agents. Et actuellement, j'essaye de mettre en place un essai clinique avec des médecins et des sociétés pharmaceutiques de façon à pouvoir en fait lutter contre ces fibroblastes et améliorer l'efficacité de l'immunothérapie parce qu'on sait qu'il y a un lien direct. Donc, il faut cibler ces fibroblastes pour rendre les patients sensibles à l'immunothérapie. Donc, il faut combiner ces deux traitements pour pouvoir aller de l'avant et c'est exactement ce qu'on essaye de faire actuellement. Et on essaye d'obtenir des moyens. Donc, je suis en train de faire des demandes d'argent pour pouvoir mener cet essai clinique en France notamment, bien sûr, actuellement. Genial, Fátima.
todo el apoyo porque me parece algo fundamental. Oui, c'est quelque chose de fondamental. Donc, une autre question que je voudrais vous poser, c'est que vous avez parlé des différents types de cancers de sein. Est-ce que ces fibroblastes sont très liés à ce type de cancer ou c'est vraiment généralisé pour tout type de cancer? Alors, il y a ces fibroblastes sont trouvés en fait dans tous les cancers, pour faire très très court et très très simple. Seulement, leur proportion varie en fonction de la gravité du cancer. C'est-à-dire qu'un cancer luminal qui est un petit peu moins grave qu'un cancer triple négatif, même s'il y a des traitements qui sont adaptés à chaque patiente, mais du coup, il y a moins de ces fibroblastes café sein rouge dans les patientes luminales que dans les patientes triple nég. Et ben, c'est un peu de la même façon aussi, on en trouve dans les cancers du poumon, on en trouve dans le mélanome, on en trouve dans les cancers tête et cou, on trouve de ces fibroblastes rouges dans beaucoup de tumeurs différentes, mais souvent c'est associé à la gravité de la pathologie et à l'invasion tumorale. Bueno, extremadamente Ce que vous dites, c'est extrêmement intéressant et c'est très pédagogique. Je crois que le micro-entourage de ces processus des tumeurs est très prometteur en ce qui concerne les nouvelles recherches et les nouveaux traitements. Je crois, Fatima, que bon, si vous voulez ajouter quelque chose à ce qu'on a dit, nous sommes ravis de vous écouter. Et sinon, nous avons, je crois, suffisamment d'informations pour remplir notre soirée. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais vous remercier encore, c'était un honneur pour moi d'être parmi vous. Merci beaucoup Elena pour cette interaction et cet échange très, très dynamique et très, très positif et vraiment très didactique aussi. Vraiment merci à vous. Et je voulais aussi peut-être indiquer que si jamais il y a des questions qui se posent à certaines personnes qui écouteraient notre séminaire et qu'on n'a pas répondu en fait d'une manière ou d'une autre à certaines questions, ben, je serais ravie de mon adresse email peut être transmise et je serais ravie de répondre à toute forme de questions. Alors, en anglais, en français ou en anglais. L'espagnol, je ne parle pas bien l'espagnol, mais ce sera avec un grand plaisir en tout cas. Muchísimas gracias, Fátima. Très bien, merci beaucoup Fatima. C'est un vrai plaisir de vous avoir accueilli aujourd'hui et d'avoir écouté votre séminaire. Donc, merci encore. Merci à notre public et à la prochaine. Merci à la docteure Fatima Mechta Gregorio. Merci à vous. Merci beaucoup.